qu'on a décidé de faire autour du sujet, la crise, comment ça s'est passé, mais surtout comment on peut tirer les enseignements de cette crise, c'est d'organiser des discussions et des échanges entre experts, en fait, pour vous permettre d'échanger autour de grands défis que vous avez remontés. On va proposer d'approfondir certains de ces défis, si vous en êtes tous d'accord. Le premier grand défi, c'est dépasser les silos et coopérer. Pour offrir ce sujet, une question au Dr Barraud. Vous étiez vraiment sur le front à Metz. Comment est-ce que vous avez fait pour assurer la coopération de vos collègues lorsqu'il a fallu très concrètement multiplier par 3 le nombre de lits en réa ? Ça a été très simple. D'abord, les collègues n'ont pas eu le choix parce que tout était déprogrammé. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de venir nous aider. Les malades non Covid n'arrivaient plus. Pendant plusieurs semaines, on n'a vu que des malades Covid se présenter aux urgences ou à l'hôpital. Il n'y avait rien d'autre. On ne savait pas où étaient passés les infarctus et tout ça, mais la question se posait peu pour les autres spécialités. Non, il n'y a pas eu de difficulté pour convaincre les gens. Tout le monde a bien compris l'enjeu, même les chirurgiens. Mais ils nous ont dit, c'est vous les patrons, là, donc dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Et des chirurgiens qui se sont occupés de secteur Covid, de médecine. Parce que l'hôpital est plutôt en crise, l'hôpital public. Et on a vu tout le monde se lever comme un seul homme. Et puis on a eu l'aide de confrères extérieurs. Il y a eu la réserve sanitaire qui est venue nous prêter main forte. Il y a des médecins retraités de l'hôpital qui ont repris du service pour faire la visite. Tous les soignants se sont jetés dans la bataille, les services techniques et l'administration. C'était assez fou de voir en quelques jours, effectivement, se faire des choses qui mettent des mois à se passer d'habitude. Ouais. C'est vrai, et ce serait une question pour le professeur Yu. Même si aujourd'hui, on a une médecine quand même qui est de plus en plus spécialisée, hyper spécialisée. Est-ce que finalement, cette crise n'a pas été un bon moyen de rappeler à tout le monde que le fondamental, quand même, c'est que la prise en charge de la santé publique au-delà de la spécialité? Absolument. Cette vision est complètement partagée de mon point de vue. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, je suis oncologue et que la médecine oncologique a tendance à se spécialiser de plus en plus. Donc finalement, nous écarter de plus en plus de nos études médicales du départ. Et là, ce qui nous a été demandé, c'est quelque chose dont on ne pouvait pas être sûr qu'on était capable de faire, c'est-à-dire en l'espace de 10 jours, d'arrêter cette évolution, cette hyperspécialisation, pour être prêt quasi du jour au lendemain à recevoir des patients atteints de pneumopathie avec des troubles respiratoires, sélectionner ceux qui relèveraient de soins continus, voire de réanimation, et arrêter ce que finalement on savait tous faire jusque-là, qui était décider des traitements anticancéreux. Et certes, on reste dans une mission de service public, c'est-à-dire se spécialiser, on considère que ça fait partie de nos missions, y compris de service public, puisque la prise en charge adaptée des patients atteints de cancer oblige à l'hyperspécialisation, mais il n'était absolument pas certain qu'on puisse revenir en arrière dans le cas d'une crise sanitaire. Et on n'avait pas d'exemples antérieurs qui nous permettent de savoir si on était capable de le faire. Nos services sont construits d'une façon à ce qu'on puisse gérer des patients atteints de cancer, de chimiothérapie, de thérapeutique ciblée, tout ce que vous pouvez imaginer, mais on n'a pas forcément le matériel et les compétences techniques. Et en 10 jours, on nous a demandé finalement de revenir un peu à la fac. Donc, on a pris des cours. Nos amis pneumologues nous ont fait des cours de rattrapage. C'était assez rigolo parce que finalement, on se retrouvait tous au même niveau, quels que soient nos rangs à l'hôpital. Malgré la hiérarchie, on était tous autour de la table du pneumologue qui allait nous expliquer quels étaient les critères pour pouvoir hospitaliser un patient ou le transférer. Et le Covid, en fait, a servi de révélateur et a montré que notre hôpital public, malgré toutes les lenteurs, malgré tous les problèmes, mine de rien, et ce grâce aux gens de terrain, a pu modifier, se transformer et s'adapter pour être prêt. Et quand vous m'avez interviewé, je vous ai dit, en 10 jours, je me souviens très bien du lundi, la première réunion de crise, et 10 jours après, on était prêt, on pouvait recevoir le patient. Nos patients atteints de cancer, on avait modifié leur prise en charge, ils restaient à domicile, Covid, et on était prêt, on pouvait les prendre en charge. Ce qu'on entend quand même, c'est le décloisonnement de la médecine, pas simplement entre spécialités, mais aussi entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, entre les cliniques privées, les établissements publics. Sarah Mintron, ce décloisonnement et ce partage d'informations, il nécessite des systèmes qui permettent de le faire, on est bien d'accord. Bien sûr, il faut se préparer dans les périodes
normale, hein, parce que quand il y a la crise, il faut déjà être prêt, il faut déjà avoir en place des méthodologies d'organisation, des systèmes d'information construits pendant les périodes normales. Aujourd'hui, c'est vrai que les cliniciens ont du mal à partager vraiment des informations. C'est plutôt facile de partager des données, mais les données sont quelque chose de différent. Une information clinique, c'est quelque chose de plus complexe. Et il faut échanger des informations sur les patients. Et surtout, partager des bonnes pratiques, parce que dans la crise COVID, c'était, je crois, absolument clair. Avoir ou n'avoir pas des claires bonnes pratiques, des parcours structurés sur comment gérer la grande masse des patients qui arrivaient aux urgences, ça fait la différence. Il faut mettre en place des systèmes d'information vraiment modernes. Et quand je dis modernes, j'entends des systèmes vite, facilement compréhensibles, où il n'y avait pas besoin d'une grande formation pour les différents usagers qui arrivaient, parce qu'il y avait un grand besoin dans tous les pays. À l'Italie, c'était exactement la même chose. Les professionnels sont arrivés sur les scénarios pour aider. Donc, les systèmes d'information ont eu des usagers totalement différents. Donc, s'il était facile, c'était vraiment un soutien. S'il n'était pas facile, il n'était pas utilisé. Merci Sarah. Je vais adresser ma question professeur Stahl, comment on met en place en fait durablement un système où la circulation d'informations, mais aussi d'idées, de connaissances et de patients sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, si on prend un peu de distance? D'abord, je vais me permettre quelques commentaires par rapport à tout ce qui a été dit. Simplement pour rebondir, c'est-à-dire qu'ils ont entièrement raison. Je peux surajouter, si on peut dire ça comme ça, que je suis pas étonné. Je ne suis absolument pas étonné. Le système de santé français a remarquablement tenu le choc. Remarquablement. Et je suis corporatiste en disant ça, mais aussi très factuel. Chaque fois que les médecins ont pris en charge l'organisation, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est normal. Parce que si on réfléchit bien, notre métier, c'est ça, tous les jours. Et même plusieurs fois par jour. De prendre une décision, de s'adapter, d'essayer de faire au mieux. Alors que, pour être gentil et charitable, c'est pas exactement la construction intellectuelle d'une administration. Et donc, quand on nous donne les clés, on sait se débrouiller avec. Le deuxième point, c'est sur l'hyperspécialisation. On va pas revenir en arrière. On va pas revenir en arrière parce que c'est un énorme progrès pour les patients. C'est évident qu'on traite mieux des pathologies qui jusque-là étaient plus ou moins bien traitées. Mais simplement, on constate que finalement la médecine c'est comme le vélo. Si je peux être trivial, on l'oublie pas. Et que avec une petite mise à jour rapide, eh bien on est à nouveau capable de faire face à un phénomène multidisciplinaire. J'ai quand même l'impression que ça s'est bien passé, quoi qu'on en pense, en fonction des secteurs d'activité, c'est-à-dire le public, le privé, et dans la majorité, tout le monde a bien coopéré parce que derrière, il y avait un enjeu de santé publique qui est, ma foi, l'enjeu de notre métier. Maintenant, pour en revenir à l'information, ça, c'est un vrai problème. Dans le système traditionnel de la publication scientifique, etc., malheureusement, il faut accepter qu'il y ait un temps incompressible pour faire sérieux. Professeur Stahl, je suis désolée, je vous interromps parce que justement, c'est exactement le sujet qu'on voudrait traiter maintenant et c'est le deuxième grand défi. C'est comment est-ce qu'on fait face en fait à cette avalanche de publications et d'informations et comment est-ce qu'on reste scientifique? Concrètement, il faut accepter d'y passer du temps. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que d'un autre côté, le système avec les reviewers traditionnels, il est en panne. Parce que les reviewers compétents, ils sont, eux, face aux malades. Et très sincèrement, pendant cette période, j'ai pris, avec les risques que ça suppose,
de passer à côté de l'information essentielle ou de je ne sais quoi d'autre, donc de refuser à tort. On a décidé qu'à 2 ou 3, on prenait en charge le total pour essayer de faire le tri. Très sincèrement, je ne crois pas m'être trompé. Je ne crois pas m'être trompé jusque-là, mais pour le prix, on a refusé, je n'ai pas fait le compte exact, mais on a refusé 90% de ce qui nous a été proposé. Je peux rebondir là-dessus parce que je trouve votre démarche extrêmement intéressante et pour autant elle est courageuse. Forcément, il y a eu beaucoup de soumissions. Les gens ont imaginé l'opportunité de publier rapidement auprès des journaux. Professeur Yu, justement, vous avez vous-même fait partie d'un groupe d'experts missionné par le Haut Conseil de santé publique. Comment est-ce qu'on s'organise en fait pour faire le tri et pour assurer un esprit critique et surtout pour diffuser largement cette information que vous avez triée? Alors pour dire vrai, j'ai été sollicité avec un groupe de confrères pour rédiger des recommandations nationales sur gestion des patients atteints de cancer dans le contexte Covid. Nous avions à notre disposition, tout et pour tout, dans la littérature, une étude qui était une étude chinoise sur 12 patients atteints de cancer et qui expliquait que les patients atteints de cancer étaient plus à risque de décéder et de faire des complications respiratoires que des patients non atteints de cancer. On n'avait pas de niveau de preuve suffisant pour s'appuyer. On avait l'expérience antérieure de la grippe. Bon, la grippe saisonnière, on sait que les patients atteints de cancer font plus de complications. Donc, dans ce cas-là, en tant que personne de terrain, et comme souligne notre collègue le professeur Stahl, on fait appel au bon sens des cliniciens, et on a réfléchi ensemble à un certain nombre de mesures en l'absence de données scientifiques sur comment est-ce qu'on peut protéger nos patients atteints de cancer. Et clairement, quand vous lisez les recommandations, elles sont très simples. Elles se basent sur un principe fondateur qui est essayer au maximum de sanctuariser les services de cancérologie, c'est-à-dire essayer de mettre un rempart autour, puisqu'à l'intérieur, il y a nos patients atteints de cancer et manifestement, ils sont plus à risque de faire des complications. Donc, ça passe par des appels téléphoniques la veille, par des barrages, des checkpoints à l'entrée du service pour vérifier que les patients n'avaient pas de symptômes. Dès qu'un patient était infecté dans le service, il était muté immédiatement dans des services spécialisés dans la prise en charge du Covid. Mais finalement, en fait, ça rejoint notre pratique quotidienne. Je tiens à remercier nos collègues italiens qui, en gros, 2 semaines avant, nous ont envoyé beaucoup de messages extrêmement confraternel et en disant méfiez-vous, il se passe quelque chose que vous n'imaginez pas. Et ça a contribué à la prise de conscience en France et ça nous a extrêmement éclairé, je dirais, pour ces recommandations. On l'a soumis à Lancet Oncology avec les limites qu'on lui connaît, mais il se trouve qu'ils l'ont publié et ça a été repris par un certain nombre de sociétés savantes. De façon intéressante, c'était la première publication sur les recommandations et après, chaque société savante par spécialité a fait ses propres recommandations, mais gardant le principe fondateur de la sanctuarisation des services de cancérologie. Donc ça s'est fait assez simplement. Maintenant, il faut être bien clair sur une chose et moi, je suis le premier à le dire, il faut être humble. Et encore aujourd'hui, on sait très peu de choses sur ce virus. On a eu beaucoup de remarques de nos collègues, des patients disant « mais vous changez d'avis, il y a 2 jours c'était ça et maintenant c'est dans cette direction-là ». Ouais, et clairement, on fait en fonction de ce qu'on sait au moment où on doit prendre la décision et c'est un perpétuel mouvement. Justement, docteur Barraud, sur cette notion d'humilité scientifique face à la réalité, comment on évite dans ces cas-là que la personnalité en fait prenne le pas sur la science ? Et surtout, comment on garde son sens critique? Il suffit juste de se rappeler de l'échelle des preuves dans les connaissances. Il faut se souvenir tout simplement, tout bêtement, que quand on est expert, un avis d'expert, c'est tout en bas de la pyramide des preuves. C'est très, très largement en bas du poids de données scientifiques vraies. Au-dessus, vous avez les cas cliniques qui ne servent pas à grand-chose dans ces situations-là. Vous avez les cohortes. Et puis après, vous avez les vraies études prospectives et encore mieux randomisées. Et on ne peut pas faire mieux que ça. Ça prend un peu de temps, inévitablement. Vous parliez de niveau de preuve. On a nécessairement besoin d'avoir accès à des données patients pour les mettre au profit de la décision, bien sûr, clinique, mais surtout et avant tout de la recherche en vue de la publication.
Sarah Mintron. Comment est-ce que ces systèmes d'information peuvent t'aider à ça? Même cette partie-là, ça fait partie d'une autre vision dans les capacités d'une nouvelle génération de systèmes d'information clinique. Donc, ces nouveaux systèmes capables de garantir une continuité, une évolution, mais en continuité, doivent avoir des mécanismes pour soutenir la collaboration clinique à tous les niveaux, la recherche inclus. Et aujourd'hui, il manque une vraie connexion entre les dépôts des données qui sont données individuelles qu'il faut bien protéger et des données qu'il faut bien anonymiser, pseudonymiser pour alimenter la recherche, les essais cliniques. Entre les deux mondes, il y a vraiment une grande barrière aujourd'hui. L'hôpital est impliqué dans un essai clinique. Il y a un ordinateur séparé. Il y a quelqu'un qui va retaper les informations pertinentes qui sont normalement dans le système. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et je crois qu'il vraiment les systèmes du futur, qui sont déjà ici, doivent avoir la capacité de parler même la langue qui s'est attendue dans le monde de la recherche, qui c'est différent. Les nouveaux systèmes doivent avoir même cette capacité dans leur version basique, préliminaire. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est important, et c'est le défi numéro 3, de rappeler que une publication scientifique, mais également la coopération et la cohésion des équipes entre professionnels, ça sert à prendre des décisions cliniques pertinentes. En temps d'incertitude, comment est-ce qu'on prend des décisions cliniques dans ces moments-là? Vous étiez sur le front, avec d'ailleurs cette visibilité quasiment nulle. J'ai envie de commencer par vous, Dr Barraud. Comment la chaîne de décision, elle s'est organisée en fait au sein de l'hôpital, mais aussi à l'extérieur de l'hôpital? Comment ça s'est organisé, cette chaîne de décision? Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est ce qui s'est passé avec les collègues de la ville, déjà. Bien. Puisqu'on a beaucoup collaboré avec les cliniques. Et au niveau du département, on avait un groupe WhatsApp, tout simplement, c'est pas très compliqué, avec un fichier qu'on remplissait d'heure en heure, qui nous permettait de savoir exactement le nombre exact de lits en permanence dans les différentes réanimations du département. Comme on est le plus gros hôpital et le plus gros service de réanimation du département, c'est nous qui avions le téléphone rouge et on dispatchait les malades dans les différents établissements et puis dans le nôtre, bien sûr, de sorte que tout le monde puisse encaisser la vague qui a quand même été assez difficile. Donc ça a très bien fonctionné avec les hôpitaux publics et j'ai pas bien compris ce qui s'est passé parce qu'on a entendu que dans certains endroits, les cliniques n'étaient pas mises à contribution. Chez nous, ça n'a posé strictement aucun souci. Les confrères des cliniques ont répondu totalement présents et ils ont participé avec nous à tout ça. Et puis, on a même pu participer à des choses internationales. Moi, j'ai fait un webinaire un peu comme celui-là avec un collègue de la Mayo Clinic et des collègues de Chine et d'Arabie Saoudite. Et le point vraiment important, c'est la collaboration qu'on a eue, nous, dans le département. Ça a vraiment roulé comme sur des roulettes et c'était agréable et on sait le faire quand on veut. Alors, une des problématiques que j'ai entendues dans la prise de décision, ça a été l'équilibrage de la prise en charge des patients Covid et des patients non Covid. Comment on gère ce type de décision? Alors, ça se gère au niveau de l'établissement hospitalier, la direction. Il y avait eu un choix qui avait été fait de dédier l'ensemble des moyens chirurgicaux réanimatoires à la prise en charge du Covid. Ce qui signifie en fait que pour les patients atteints de cancer, les soins médicaux étaient possibles. Là où il y a eu un blocage complet, c'était la chirurgie. En dehors de chirurgie très simple, ne nécessitant pas de façon certaine de soins de réanimation, la chirurgie n'était pas possible et beaucoup de patients n'ont pas pu être opérés de leur cancer de l'ovaire, de leur cancer de l'estomac. Tout ça a été complètement arrêté pendant à peu près 2 mois. C'est une situation qui est acceptable pendant 2-3 semaines. Au bout d'1 mois et demi, elle devient nettement moins acceptable parce que ça pose des questions éthiques qui est finalement, on fait le choix de traiter des patients atteints d'une maladie respiratoire et on connaissait l'importance au niveau national.
mais on accepte de plus prendre en charge des patients atteints de cancer dont certains étaient curatifs. Donc, ce que ça signifie, c'est que d'abord, il va falloir évaluer, ça va prendre du temps, les conséquences collatérales de ces choix. Il faudra que l'établissement hospitalier arrive quand même à équilibrer dans la mesure du possible. C'est compliqué, hein. Voilà, cet équilibre-là, il se fait clairement pas au niveau d'un service, il se fait au niveau d'un établissement hospitalier et en lien avec les médecins. Professeur Stahl, vous êtes infectiologue. Comment est-ce que vous pourriez qualifier notre capacité collective finalement à prendre en charge une pandémie versus d'autres pandémies? On pense au VIH. Est-ce qu'on progresse dans le temps? Oui, bien sûr. Je vais être un peu provocateur, mais cette pandémie-là, elle est très, très ordinaire. C'est jamais qu'une pneumonie virale. Ce n'était pas une surprise médicale. Il y a bien entendu des spécificités, hein, la durée de ventilation, par exemple, etc. Ce qu'on n'avait pas anticipé, ni les uns ni les autres, c'est le côté brutal de la survenue de l'événement. La pandémie VIH n'avait pas ce caractère explosif, donc n'a pas mis en péril la capacité logistique d'un système de santé. Absolument pas. Par contre, il y avait un retentissement, et il y a toujours un retentissement social et sociétal extrêmement important. Je ne suis pas sûr que la Covid donnera le même type d'impact. Ça va certainement amener à réfléchir dans nos organisations hospitalières, mais par contre, je ne suis pas sûr que ça va transformer la société. Le VIH l'a fait. Sarah Mintron, finalement, les systèmes d'information, dans ces situations-là, ils devraient servir d'abord à quoi? C'est vraiment quelque chose qui je sens personnellement. Je m'occupe de santé numérique depuis 33 ans. Donc, j'ai toujours pensé que les systèmes d'information sont à soutien de l'activité des soignants. Les charges de travail sur les soignants, c'est beaucoup, même dans le temps normal, hein, et nous pouvons bien imaginer dans la crise. Donc, il faut vraiment leur donner des choses qui vont aider et pas compliquées. L'attraction fatale des informaticiens de mettre beaucoup d'informations sur l'écran, nous savons très bien qu'il devient une barrière à la prise de décision parce qu'il y a trop d'informations tout ensemble. Je crois vraiment que c'est ça, la challenge. Quelles sont les informations ponctuelles, utiles, ciblées pour les cas d'usage clinique qui est dans ce moment-là sous les mains du médecin pour soigner. Professeur Rioux, votre mot de la fin, si vous aviez à utiliser un terme clé. Pour moi, ça serait la mise en évidence de la capacité d'adaptation de nos systèmes de soins, en grande partie grâce aux gens de terrain. Et on a été en capacité en tout cas sur le point de vue de la cancérologie, de protéger nos patients. Les chiffres sont plutôt bons, donc je dirais, soyez rassurés, on a réussi à gérer.